fait des moteurs au rendement, c'est parce que j'ai trouvé un signal faible que j'ai ramené. Si j'ai pas de syndicat, c'est parce que je tourne en permanence dans mon usine, et qu'en écoutant les signaux faibles du bateau qui craque, je désamorce les tensions avant qu'il y en ait. Notre boulot, c'est ça, c'est la recherche de signaux faibles, c'est pas de diriger, c'est pas de faire des réunions. Regardez le nombre de réunions, on coupe le téléphone. C'est de la dernière connerie. Tout est dehors, le client est dehors, le fournisseur... Ça, c'est un dedans, ça. Pas celui-là, celui dehors. Voilà. Hein, ça, c'est un dedans, ça. Ça, c'est un dedans, ça. Hein, le dehors, il n'y est pas. Là-dedans, le dehors, y est. On a les parties prenantes, l'actionnaire, la cité, les fournisseurs. Les clients sont dedans. Après, c'est des valeurs intellectuelles. Schwartz, MacGregor, Renault. Renault, c'est le grand prêtre qui a mis en place le système Toyota. Piloter l'usine avec les yeux, Renault. Piloter l'usine avec les yeux. La simplicité. Comment ça marche, ce bordel? Après, je vous expliquerai comment je suis arrivé à mettre ça en place. Alors, 1, j'ai mis en place parce que j'étais libre. 2, j'ai mis en place parce que j'ai une capacité naturelle, le bon Dieu m'a fait comme ça, à passer de l'intuition à l'action sans réfléchir. En partie par flemme, par paresse. Et Shiba, quand je l'ai rencontré vers 40 ans, m'a conforté là-dedans, parce que j'étais un peu gêné. C'est pas bien de passer de l'intuition à l'action, quand on a fait un peu d'études. On ne vous apprend pas ça. Et Shiba m'a dit, si, laissez des chances au hasard. Continuez comme ça. 3, comme j'ai fait tout mon tour d'usine et que j'ai jamais fait de réunion, parce que je trouvais que c'était stupide, très vite j'ai compris le syndrome du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui a la vision de l'interprétation d'un morceau, qui traduit cette vision en pourquoi, pas en comment, en pourquoi. Hein, parce que l'entreprise classique, elle est basée sur le comment, l'entreprise classique. Hein. L'entreprise classique, la voilà l'entreprise classique. Hein. Vous avez 8 niveaux hiérarchiques. Hein. Alors, les petits euros, c'est assez marrant. Quand sur Windows, vous faites un petit bonhomme, quand vous le passez sur Mac, ça fait des euros. C'est bien comme ça, hein. Normalement, c'est des petits bonshommes. Hein. Ça, c'est l'entreprise classique. D'accord? Tout est basé sur le comment. Hein, comment? On ne sait pas pourquoi. Or, pourquoi est plus important que comment? Pourquoi on se marie, c'est plus important que comment on se marie? Pourquoi on fait un enfant, c'est plus important que comment on fait un enfant? On est d'accord? Allez, le comment, c'est intéressant, parce qu'il y a le pouvoir du mec qui dit que le comment, le pouvoir du mec qui contrôle, le pouvoir du mec qui sanctionne. Le pourquoi, c'est l'humilité. Je t'explique pourquoi il faut faire les choses. Et toi, tu as le comment. C'est reconnaître la valeur de l'autre. Là, on cherche le zéro risque, qui est une connerie sans nom. La vie, c'est le risque. Dès lors qu'on est debout, on a un équilibre instable. Le seul équilibre instable, c'est coucher mort. Vous êtes d'accord? Hein, c'est une bêtise sans nom, ce truc-là. Là. L'homme est mauvais là-dedans. Moi, je suis parti du principe de MacGregor. L'homme est bon. Alors, l'homme est bon, c'est une de nos deux valeurs de base. L'homme est bon, c'est le pari de Pascal. Pascal disait, si tu crois pas, crois en Dieu. Crois en Dieu. S'il existe, tu as tout gagné. S'il n'existe pas, ça ne fait pas de mal. Moi, je vous dis que croire que l'homme est bon, ça fait faire du fric. Pour moi, la croyance dans l'homme, dans l'autre, c'est pas de l'altruisme, c'est pas de la philosophie, c'est pour faire du fric. On fait plus de fric en croyant que l'autre est bon qu'en le sanctionnant, en croyant mauvais. Et c'est mon témoignage depuis 30 ans. En 2009, j'étais parti en retraite. Donc ça prouve que le système marche mieux après qu'avant d'ailleurs. Ce qui est assez normal parce que mon successeur a 20 ans de moins, donc il a un dynamisme que je n'avais plus. Il a fait moins de 38% d'activité, parce que c'était la résine à l'automobile. 9% de cash flow. Parce que l'homme est bon. Tous mes confrères, 38% d'activité en moins, qu'est-ce qu'ils font? Chômage partiel, ils virent les ouvriers, ils engueulent tout le monde. Ils demandent à baisser les coûts. Dites à un ouvrier, il faudrait baisser les coûts de 5%. Ça ne veut rien dire. Dites, on tourne à combien là? 200 pièces à l'heure? On ne peut pas gagner 10 pièces à l'heure. Et vous dites pourquoi? Putain, on a emmerdé chez Volkswagen, il y a un connard italien qui nous fait chier, merde. On gagnerait 10 pièces à l'heure, on le fout à la porte. Et vous voyez tout de suite, on dit 10 pièces à l'heure, peut-être pas, monsieur, mais 2. Puis là, on a réfléchi. On aurait un petit tapis là, qui coûterait 4 000 €, on a fait le calcul. Hein. On gagnerait 3 pièces. Alors ça s'amortirait en 2 mois, etc. Voilà. Proposer aux gens de faire plus. Mais la structure ne veut pas faire ça, parce qu'il n'y a plus de contrôle sur le plus. Même entre gens éclairés, hier au soir, je ne sais plus qui m'a dit ça, entre gens éclairés, en philosophie, et puis il y en a qui me disent, mais attendez, quand vous dites que un ouvrier, quand il a une idée, vous dites faites-le. Vous contrôlez comme si ça rapporte. Non! Non! J'ai jamais vu en 30 ans un ouvrier faire quelque chose qui ne rapportait pas. Sauf un ingénieur. Vous avez fait une machine monstrueuse, on a appelé l'hélicoptère, on a joué 2 mois avec, on a dit on s'en sortira jamais avec ce bordel, on l'a mis sur la pelouse, on a peint toutes les couleurs, on a dit c'est l'hélicoptère, on n'en parle plus. D'accord? Les ingénieurs sont capables de faire des choses qui ne rapportent pas. Les ouvriers non. Parce qu'un ingénieur, souvent, a de la logique et pas de bon sens. L'ouvrier, quand il n'a pas de logique, il a toujours du bon sens. Et il y a des ouvriers qui ont de la bon sens et de la logique.
Nous, on est là. Je vous explique comment ça fonctionne, ce business. Comment ça fonctionne? Le plus simplement du monde, il ne peut y avoir que deux fonctions dans l'entreprise. La plus importante, ceux qui font la valeur ajoutée. C'est l'informaticien dans les cabinets informatiques, c'est le comptable, la comptable de base dans les cabinets comptables. Hein, c'est pas l'expert comptable, il signe, il touche les fric, touche le fric. Il est là, il va faire la gueule. Hein, c'est l'ouvrier pour nous. D'accord? Les gens les plus importants. Ce sont ces gens-là, parce qu'ils assurent le présent. Et finançant le présent, ils payent grassement les patrons pour deux choses. Prendre des décisions. Et pas dire, je vais réfléchir, on en reparle, vous faites un rapport, etc. Prendre des décisions, décider. Et leur garantir un avenir, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Leur garantir un avenir. On est payé grassement. Encore une fois, j'ai gagné plus d'argent que ma femme en dépense. Je ne connais pas beaucoup d'ouvriers qui ont cette chance-là. Hein, pour assurer leur avenir, et ce n'est pas évident. Et pour prendre des décisions. À part les gens qui font la valeur ajoutée, il faut des gens qui cherchent le chiffre d'affaires, le demain, l'avenir, les commerciaux qui cherchent le développement. Tout le reste ne sert à rien, n'a jamais servi à rien, sauf à sortir des chiffres avec lesquels on joue et qui riment à rien. Parce qu'on sort des chiffres magnifiques et puis il n'y a pas d'argent en banque, quoi. Hein, on a un moratoire. La Grèce. Hein, la Grèce qui, pendant des années, a triché sur les chiffres sans que les autres branleurs, les technocrates de Bruxelles voient quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus d'argent en banque. Alors, comme tout ça, ça venait des technocrates, qu'est-ce qu'on a pris comme solution? On fait un gouvernement de technocrates. Vous allez voir le résultat, ça va aller vite. Hein. Dont aucun n'est élu. Bonjour la démocratie. D'accord? C'est un autre détail. Ceci étant, dans la crise, je vois ça chez mes confrères, c'est ce qui se passe. Hein. Pire c'est, plus ils foutent des technocrates à la tête. Hein. Très bien. Le point de bascule, retenez ça. On est à la veille de je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas, mais c'est intuitif, je le sens. Les 30 glorieuses sont finis. C'est terminé. Avoir un cahier des charges, un plan de charge sur 6 mois, sur 1 an, c'est fini, ça. Hein, les frigidaires, on fait les derniers avant qu'ils partent en Chine. Quoi. Ah, bon, je dis la Chine, c'est un exemple, hein, pour être simple. Hein. Il faut très vite passer de l'autre côté. Juste pour conclure dans cette présentation, il y a un an et demi, il y a un syndicat, une union de sociétés conseils en management, etc., dans l'ouest de la France, nord-ouest, qui m'avait fait intervenir sur une journée de réflexion tous ensemble, sur la société de demain. La conclusion de la journée, c'était trust. Alors, trust, c'est confiance, mais avec la foi en plus. Hein. Trust instead of control. La confiance à la place du contrôle. Tous les gens qui resteront dans le contrôle sont morts. On n'a pas d'autre choix que d'aller vers la confiance. Que faire de la structure intermédiaire? Vous avez vu tout à l'heure les 8 niveaux hiérarchiques. Il y a un savoir colossal, ça fait d'excellents commerciaux, ces gens-là. Il y a des contremaîtres qui connaissent parfaitement le produit, qui connaissent parfaitement le flux, qui ont le don, parce que le commerce, ça ne s'apprend pas à l'école. Ça, c'est le rôle du patron, dans ses tours d'usine, de repérer les gars ou les gamines qui ont l'œil qui brille. Et de les foutre sur la route. Les meilleurs de tête commerciale. C'est un des problèmes de la France. En Allemagne, on met les ingénieurs sur la route. Vous dites à un ingénieur des mines, je vais mettre sur la route, ah, je vais à la fabrication. Oui, on fout la merde. Un ingénieur, pour moi, c'est sur la route ou au bureau d'études. Et pas en fabrication. Et à part ça, on n'a rien d'autre. Hein, on a 8 administratifs sur 600 personnes, y compris la standardiste. D'accord? 30 ingénieurs en recherche et développement en équipe. En équipe, depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais des conférences à mes copains de l'APM. Ça fait 20 ans que je dis à mes copains de l'APM, foutez votre matière grise, vos cerveaux en équipe, bon sang. C'est pas par moment qu'on va lutter avec les Chinois. À l'époque, c'était pas les Chinois, c'était les Tunisiens, mais c'est par nos cerveaux, bon sang. Il n'y a pas de honte à mettre nos cerveaux en équipe. Nous, j'ai les ingénieurs des mines qui sont en équipe, c'est tout, c'est la règle du jeu chez nous. Alors l'intérêt d'être en équipe, c'est très simple. Hein. C'est quand il y a un mec qui étudie un truc, il va dormir. Hein, alors il y a une équipe qui fait 6h du matin, 1h de l'après-midi, une équipe qui fait 1h, 9h du soir. Ça, c'est la vitesse de croisière. Quand ça chauffe, ils mettent une troisième équipe spontanément. Hein. Mais quand on est dans deux équipes, après il y a son copain qui fait la suite. Le gars qui a été dormir, il a les idées qu'il a eues la nuit, plus les idées du copain. Ça démultiplie la créativité, l'imagination. Le breakthrough, la recherche de percée, le breakthrough, hein, c'est la percée. Ça démultiplie ce truc-là. Alors comment on fonctionne? On a 15 mini-usines. Une mini-usine, c'est une trentaine d'ouvriers et d'ouvrières qui sont attachés à un client, Fiat. Alors un client, nous, c'est un cœur qui sourit. Il est mal fait, un cœur qui sourit. Hein. Le client, il doit nous aimer. La qualité, c'est une histoire d'amour. Si le client vous aime, c'est de la qualité. Si les salariés aiment faire leur travail, c'est de la qualité. Voilà, point barre. C'est vachement compliqué. Hein. Comment faire en sorte qu'une ouvrière qui se lève à 3h30 du matin pour être à 5h sur machine,
qui quand elle rentre à 1h, fait inviter à bouffer à ses gamins, qu'elle ne voit pas le soir parce qu'elle dort quand il rentre, qui ne voit pas son mari parce qu'il est d'équipe de nuit, donc il va rentrer à 11h du soir, elle dort déjà, qui voit sa famille que le week-end, comment faire en sorte que cette dame-là soit heureuse et motivée? Ça, c'est le plus gros problème d'un patron. Alors, comptez pas sur les DRH pour faire ça. Parce que j'essaie de leur trouver une vocation sociale à ces pauvres gens, en disant, vous êtes là pour rendre heureux. C'est pas pour les entretiens d'évaluation qu'on rend heureux. Est-ce qu'on fait les entretiens d'évaluation avec les amis, ses femmes Ne faites jamais d'entreprise que vous ne faites pas avec vos amis. Mais il faut se mettre à leur place. Moi, j'ai regardé les conventions collectives de métallurgie de la Somme. Vous savez qu'en France, tout est régi par les conventions collectives. Les conventions collectives de métallurgie de la Somme, il y a 10 pages utiles pour les cadres, 10 pages utiles j'entends, pour la maîtrise et 10 pages sur les ouvriers. D'accord? Depuis l'embauche, le licenciement, tout. 600 personnes, mais qu'on fera à peu près 4 personnes au service du personnel. 32 heures par jour, sur 10 pages. Ils s'emmerdent. Donc ils vous créent des trucs qui ne servent à rien. Ce qui est paradoxal, c'est que ces structures intermédiaires qui sont censées aider l'ouvrier ne l'aident pas. Parce qu'un bon ouvrier, c'est quelqu'un qui prend des décisions en temps réel. Alors la structure étant payée pour prendre des décisions, elle interdit à l'ouvrier de prendre des décisions. Donc il redevient X. Vous connaissez la théorie XY de McGregor, Lui, il ne montre pas mieux que de faire des choses. Mais dès qu'il fait un truc, pas sur les doigts. Ça vient les mecs, roule de poule. Donc, moi, mes ouvriers, ils sont attachés à un client. Ils sont entièrement responsables depuis le déchargement du camion de matières premières jusqu'au chargement du produit fini. Okay, sans contrôle expédition. Les ouvriers, alors c'est peut être attaché, soit un client, soit une usine du client, parce que je ne veux pas qu'il y ait plus de 30-35 salariés. Alors on a Volkswagen Wolfsburg, Volkswagen Kassel. Soit un marché, des compteurs d'eau. Donc ils fournissent le monde entier en compteurs d'eau. Ou les moteurs électriques, ou les AH qui tuent les bactéries. Si demain j'ai Siemens qui me permet de faire vivre 15 ou 20 personnes, je fais une mini-usine. Vous voyez, on duplique au fur et à mesure. Okay, ils cooptent un des leurs qui devient leader. Le leader est un ouvrier qui est coopté par ses copains. Le rôle du leader, c'est à la fois d'organiser un peu la vie de sa mini-usine, de remplacer une maman si elle est absente, elle va lui téléphoner le matin à 4h chez lui, donc j'apprends qu'un gamin, tu peux mettre dans l'équipe d'après-midi, puis lui fait les pièces à la place de la maman le matin. Il fait un peu le cariste, il apprend aux jeunes à régler, puisque chez nous il n'y a pas de régleur, pas de contrôleur, tout le monde règle et contrôle ses machines, etc. Alors il peut y avoir 30-40 machines dans une mini-usine, il y a généralement 3-4 flux pour un client. Depuis la fonderie jusqu'au chargement des pièces. Les gens sont totalement autonomes à l'intérieur de ce système-là. Ils décident de travailler sur les machines qu'ils veulent. Toutes les heures, 1h30, ils échangent de poste spontanément pour pouvoir les TMS, mais ils ne savent même pas faire les TMS, parce que faire 8 heures la même chose, c'est embêtant. Ils passent en 2 équipes quand ils pensent qu'il faut passer en 2 équipes, ils passent en 3 équipes, parce que les commandes arrivent là. À l'époque, c'était un téléx. Après, c'était un fax, maintenant, c'est l'ordinateur. C'est les ouvriers qui, tous les matins, regardent les commandes, et en fonction des commandes, décident eux-mêmes de passer en 2 ou 3 équipes. Si un client prend moins, ils vont appeler leurs copains, on vient pas cet après-midi parce qu'il y a moins de boulot. C'est-à-dire que la réactivité est instantanée. Je vous écrirai après d'où on vient. Et il y a un commercial. Le commercial a son bureau au milieu des machines. J'en ai 13 commerciaux. Et son boulot, c'est de faire rentrer le dehors dedans. D'accord? Tout est dehors. Le rôle d'un patron aussi dans ces tours d'usine, c'est de faire rentrer le dehors dedans. Encore une fois, arrêtez vos réunions stupides du lundi matin où on coupe le téléphone. On coupe le téléphone. On interdit au dehors de rentrer, mais enfin c'est sûr. On se regarde le nombril. Mais on devient fou. Je disais à Henri, j'ai visité une entreprise il y a un mois et demi. Belle entreprise. 2 grosses machines en panne. Arrêtez. On fait le tour d'usine, et puis on revient, je reprends les machines en panne, personne autour. Et je dis au patron, je dis, les machines là. Ah oui, mais les mecs sont en réunion TPM. Le TPM, c'est un outil pour prévoir les pannes. Non, mais attends, mais ça l'a pas choqué. Je dis, mais attends, tes mecs sont en réunion pour savoir comment prévoir les pannes, elles sont en panne, tes putains de machines. Réparez-les. Ah ouais, mais enfin, la réunion t'es pas là. On perd le bon sens. L'intérêt de la crise, c'est que ça remet les choses d'aplomb vite fait. Les gens qui jouent à ça, ça ne va pas durer longtemps, à mon sens. D'accord ? Le commercial. Un commercial qui est à côté. Ça, c'est Shiba, ça aussi. À l'époque, et mes confrères sont comme ça, tant mieux pour eux, il y a un gars qui prospecte et qui souvent a une prime sur le nombre de prix qu'il ramène. D'accord ? Donc il ramène n'importe quoi, le mec. Alors c'est pas grave, parce que personne ne regarde, parce que forcément ça rentre dans un tuyau.
il file ça à un mec qui fait les gammes. Alors faire les gammes, c'est un dossier qui navigue entre les services, donc ça met 3 semaines pour... Donc chaque service, la fonderie dit ça est sur telle moule, on fait à l'heure, l'outillage dit il faut investir tant, ça met 3 semaines. Hein, qui file ça à un autre mec qui chiffre, parce que souvent, tout ce qui est automachine, c'est secret. Hein, automachine, c'est secret. Hein, donc il n'y a qu'un mec qui connaît automachine, des conneries. Si on a affaire, il y a un chef de projet, qui peut être un ingénieur de BE, et après ça passe aux achats. Alors tout ce monde-là fonctionne avec des objectifs, des primes. Celle-là achète le moins cher possible, on ne sait pas bien si ça se monte, et puis on ne sait pas si... Alors pour que on finisse par acheter quelque chose qui soit conforme à ce que veut le client, tu as des tonnes de papier, de procédures, de trucs, de machin. On a inventé l'ISO pour ce bordel. Moi, comme ça me gonflait ce truc-là, j'ai pris ce mec-là qui avait l'œil qui brille, et je dis, mon bon Jean-Luc, tu vas prospecter librement, tu vas faire les gammes, tu vas les chiffrer, tu vas être chef de projet, et tu vas acheter. Tu choisiras toi-même tes fournisseurs, c'est toi qui feras l'audit qualité, c'est toi qui feras l'audit capacitaire, d'accord? Comme c'est toi qui as négocié avec Volkswagen depuis le début, la conception de la pièce, tu connais parfaitement le produit que tu vas acheter, donc tu es à même de faire le cahier des charges tout seul du produit que tu veux. Hein, parce que souvent, dans les services achats, il y a des gars qui achètent tout. Le papier hygiénique, les pièces techniques. Comment veux-tu que le mec il soit compétent? Et comment veux-tu qu'il soit motivé? Le gars qui achète dans ces conditions-là, qui veut le centième à certains endroits, il sait pourquoi il faut le centième. Parce qu'il a vendu le centième avec Volkswagen, il a négocié son centième avec Volkswagen. Vous me suivez? Et ça, c'est pensé à côté. Hein, c'est Shiba qui m'a dit. Le troisième œil, vous l'avez là, vous ne l'avez pas là. Pensez à côté. Hein. Normalement, vous filez ça à une société de conseil, j'ai rien pour les sociétés de conseil, il faut bien qu'ils vivent. Ils vous rajoutent un bordel au bordel pour simplifier. Hein, avec un programme informatique, un truc. Il y a des logiciels de gestion de projet d'ailleurs. Hein, c'est ça, hein, ils sont basés là-dessus. Hein. Mettez tout dans une tête, bon sang. En plus, ça, cette tête est heureuse. Elle est heureuse parce qu'elle est libre. Parce que on est toujours le con de quelqu'un. On est bien d'accord. Hein, le gars qui vend, il pense que c'est le con qui a mal acheté, et le gars qui achète, il pense que c'est le con qui a mal vendu. Regardez quand vous avez les pièces, non les raies cuivreux, hein, mais on a plein de composants en acier. Quand on fournit des pièces automobiles à tout le monde, quand l'acier monte, allez négocier l'augmentation de vos pièces avec Peugeot, Renault, Fiat, Volkswagen et les autres. D'accord? Quand c'est le même qui achète l'acier et qui vend le produit, il est quand même mieux même d'avoir les bons éléments, être le juste équilibre entre l'un et l'autre. Alors que plutôt que d'avoir deux mecs, un qui ouais, il n'est pas capable de répercuter la hausse, et l'autre qui dit tu crois que c'est facile. Voilà, vous voyez les tensions. Le diable est dans les cloisons. Dans ce système-là, il n'y a pas de cloison. Dans ce système-là, venant de la fonderie, de la découpe, de la finition, de l'usinage, j'en passe, quand une pièce mauvaise est là, ouais, ça vient de la fonderie. Non, ça vient de la découpe. Réunion, meeting, rapport, il y a un bordel. Dans ce truc-là, comme tout le monde change de machine en même temps, les ouvriers ont une vue globale du process. Si un ouvrier a un doute sur une pièce à un moment donné, il va voir directement son copain d'à côté en disant attends, regarde voir si ça passe. Ou le gars de fonderie qui a un problème, il va aller voir si, etc. Vous voyez, ça se fait tout seul. Là, il y a du stock entre les deux. Quand la pièce arrive mauvaise ici, il y a déjà du stock partout, là. Alerte pour les pièces volées. Vous voyez le bins dans lequel on est? Alors c'est pour ça qu'on a la structure, c'est pour gérer ce bordel. Alors on a 15 mini-usines comme ça, qui se gèrent complètement, totalement. Hein, je ne sais pas qui est en équipe. Il y a certaines mini-usines qui alternent tous les mois, il y en a d'autres qui alternent tous les semaines. J'ai remarqué des trucs, j'ai remarqué que les gens qui construisent leur maison, en accord avec leurs copains, sont souvent de nuit. Parce qu'ils ont les primes de nuit, puis ils peuvent bricoler le jour. Mais c'est leur problème à eux, c'est pas le mien. Si vous avez un DRH, c'est pas possible, ça. Ah, il va dire, ah, gna, 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 gna. Moi j'ai vu des trucs, mais lamentables, où certaines boîtes ont foutu les couples dans la même équipe. Ça veut dire qu'il fallait réveiller les gamins à 4 h du matin, ou les récupérer à 11 h du soir. Ah, pour organiser, hein. Regardez, je ne sais pas si ça se fait dans vos régions. Bon, la mode chez nous, chez Goodyear notamment, ils ont pendu les 5-8. 2 jours le matin, 2 jours l'après-midi, 2 jours la nuit, 2 jours de repos. Aucun DRH tiendrait une semaine. C'est inhumain ce truc. Est-ce que vous savez qu'un ouvrier, ça vit 10 ans moins qu'un cadre? Et un fonctionnaire 10 ans de plus qu'un cadre. Non, rigolez pas, c'est vrai. Non, rigolez pas, c'est l'INSEE, c'est pas moi. Hein. Un ouvrier, ça vit 10 ans de moins qu'un cadre et 20 ans de moins qu'un fonctionnaire. Usés, les 3-8, il faut voir les mecs, quand ils ont 60 ans de 3-8, ils sont usés, les mecs. Hein. Et encore 3-8, quand c'est une semaine, c'est pas tous les 2 jours. Vous vous rendez compte ce que c'est que la vie? Et c'est aujourd'hui, ça. Hein. C'est pas Zola, c'est maintenant, ça. Hein. C'est tout de suite, là. Donc, à part ça, on a nos 8 administratives, qui sont gentilles, qui bossent bien, et mes 30 ingénieurs en équipe, qui sont en recherche et développement, qui sont quérables. C'est-à-dire que
le chef de projet qui est le commercial, c'est une nouvelle affaire, comme il a tout négocié pour la conception du produit, la plupart des étés techniques ne viennent pas du BE, hein. Ils viennent des commerciaux. Parce que le gars qui depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans suit Volkswagen et les produits Volkswagen, il les connaît parfaitement. Et il y a plus à même que n'importe qui de proposer une amélioration. Et après, on va au bureau d'études qui met ça en musique, parce qu'il faut rentrer dans la norme, le truc, le machin, le produit. Hein. À part ça, rien d'autre. On a un agent qualité pour une ou deux mini-usines à disposition des ouvriers. Parmi ces agents qualité, il y a des spécialistes, dont Hélène. Hélène, c'est la jeune femme, la dame, qui est spécialisée pour faire les dossiers qualité de nouvelles pièces. Donc, quand il y a un dossier qualité de nouvelles pièces Volkswagen, elle va mettre son bureau dans la mini-usine Volkswagen. Puis après, elle va dans la mini-usine, elle change de mini-usine en fonction des besoins. Quand elle n'a rien à faire, elle revient dans une mini-usine comme agent qualité. La maintenance, pareil. Hein, c'était le dernier truc qui créait les contraintes internes, c'est la maintenance. Par deux choses, par la GMAO, la gestion de la maintenance c'était par ordinateur, parce que tous les mecs, tous les matins, étaient tenus d'aller remplir la GMAO. Quand une machine est en panne, il fallait aller interroger les GMAO pour l'historique, donc on leur a donné les iPads. Et puis les mecs de leur poste de travail, ils mettent à jour la GMAO et ils peuvent avoir accès à l'historique. Et puis ils avaient des spécialistes. Alors, il y a par exemple le spécialiste hydraulique, d'accord, qui n'avait pas grand-chose à faire parce qu'on n'a pas souvent des grosses pannes hydrauliques. Mais pour s'occuper, il interdisait à quiconque de toucher à l'hydraulique. Donc contrainte. Donc on l'a mis dans une mini-usine, hein, où il est agent maintenance à disposition des ouvriers, mais c'est spécialiste hydraulique. Quand il n'y a pas d'hydraulique, eh ben, on l'appelle et il change en mini-usine. Vous voyez? Donc aucun service. Un DG, des ouvriers, des ingénieurs de recherche et développement, 8 administratifs. Et chez toutes. Et un DG qui s'emmerde. Parce que ça marche sans lui. Hein? Un DG qui, s'il ne sort pas de son bureau, n'est au courant de rien, puisque les informations, elles arrivent là. S'il ne sort pas de son bureau, il ne sait pas. Donc moi, sans mon tour d'usine, que les gars disent, ah, vous avez vu Fiat, là? Ah, ça ralentit quand même, bon, on est repassé en deux équipes, là, parce que voilà, c'est l'information remonte. Mais il faut que j'aille la chercher, hein. Si je ne vais pas la chercher, elle ne remontera pas, puisqu'il n'y a pas de compte-rendu. Que tout est verbal. Hein. Alors je vous incite à ça, hein. Arrêtez les réunions, arrêtez. Vous savez, les 8 millions d'années qui nous ont programmés pour gérer, pour manager l'incertain, qui nous ont programmés, on est programmés pour ça. Il y a juste les 30 glorieuses où on a dévié en prenant le modèle américain pour faire des bombardiers à cause de faire des frigidaires, mais ça c'est fini. On revient vers l'incertain, d'accord? On est programmés pour chercher les signaux faibles. Mais ça nous a programmés aussi des tas de choses. Hein. Pourquoi les femmes font les soldes et pas nous? Parce qu'elles chassaient. Non, elles cueillaient, mais on chassait. Quand tu cueilles, tu vas chercher les fraises ou les framboises, parce que tu sais quand il faut y aller. Et si elles ne sont pas mûres, tu reviens quand elles sont en solde. Nous, on chassait. Quand tu chasses, tu prends ce qui vient. Tu ne choisis pas. Et quand tu as trouvé un truc, tu le ramènes tout de suite, parce que tu ne les vieillis pas, ça ne se conserve pas. Donc nous, on rentre dans un magasin, on prend un pantalon, on ressort. D'accord? Pendant des millions d'années, le chef, hein, le plus gros zizi. D'accord? Et quand le plus gros zizi vieillissait, il y avait un plus gros zizi qui apparaissait qui foutait le chef dehors. Alors après, il a inventé la monarchie. Pas con, hein, comme ça, il restait jusqu'à la fin de ses jours. Mais tant que ça a été comme ça, c'était le plus gros zizi. Alors, je fais allusion à ça, mesdames, parce que les hommes, on est resté assez simple. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que vous êtes plus intelligentes que nous. J'ai toujours fait les choses pour les femmes, je vais vous expliquer ça. Retenez un truc qui m'avait frappé. En hockey sur glace, ils se sont mis une coquille 20 ans avant de se mettre un casque. C'est factuel, hein? Quand on est patron de sa boîte, qu'on fait son tour d'usine tous les jours, bonjour monsieur le directeur, vous avez un signe d'allégeance. Ça vous confond dans le fait que vous avez le plus beau zizi. Ça se passe le week-end. Alors, soit vous êtes riche, et vous avez que des mecs à gros zizi, et on compare sa bagnole, son fusil de chasse, son truc et son machin. Et on se conforte en soi quand on a un beau zizi quand même. Soit vous n'êtes pas riche, le week-end, personne ne vous dit que vous avez un beau zizi. Dès le lundi matin. Regarde-vous, repos, bande de bœufs. Qui c'est qui a la plus belle bite? Monsieur le directeur, c'est vous. Ah! C'est aussi lamentable que ça, la réunion de cadre du lundi matin. Ça sert à rien du tout. Ou à régler des comptes. Hein? Régler des comptes. Ajouter des tensions aux tensions. Supprimez-moi ça, bon, ça rime à rien, ce truc-là. Sortez de votre bureau. C'est le conseil que je donne. Il y a un patron là, qui est en train de planter une boîte de 900 salariés dans ma région qui ont un savoir-faire colossal. Ils font des flacons de parfum de luxe. Hein? Leurs ouvriers, ça va. Le mec, polytechnicien, le pauvre. Je lui dis, mais sortez de votre bureau, arrêtez les